Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, édition du 30 mars 2025. On va parler aujourd'hui de cet apaisement entre Trump et Mark Carney. Hein, il y a eu ce coup de téléphone entre les deux hommes et Trump. Ils ont entendu ils ont dit que c'était extrêmement productif et la relation s'est comme améliorée et ils allaient se reparler après l'élection. Et Trump, c'est comme si Trump disait que Carney allait être élu un peu là, dans le formulé. Des déclarations. Et par la suite, il a abaissé les tarifs et tout. Et donc, la guerre commerciale a été mise en pause essentiellement depuis cet échange entre Trump et Mark Carney. Mark Carney, qui est l'homme de la situation. Mark Carney, qui est le préféré de Donald Trump. Il l'a d'ailleurs déclaré devant les journalistes. Il a dit qu'il préférait travailler avec Mark Carney et tout. Poilievre est une merde. Bla, bla, bla. Et donc, on va aller voir ça. On va passer un petit peu à travers tout ça. On va parler de Mark Carney, qui est Mark Carney. Et après ça, on va voir finalement que je me suis trompé sur les vaccins. Je vais devoir l'admettre. Là. Vous m'avez eu. Je suis orgueilleux, je le sais, là, et j'admets rarement la défaite. Mais cette fois-ci, je me suis trompé sur le chiffre de 17 millions. Et c'est dans une entrevue avec Julie Lévesque que... Denis Rancourt est allé donner les vrais chiffres. Finalement, il est allé... et on va aussi voir les déclarations de Pierre Chaillot et tout ça. Donc, oui, je vais devoir faire un mea culpa en plein milieu du Web Journal. OK. Et donc, voilà, on va parler de ça. On va parler aussi de Trump et de RFK. Hein. Je vais faire un petit peu... Étant donné qu'il y a énormément de désinformation, autant dans la presse que chez les Black Pill. Et je ne suis pas le seul à le dire. Hein, quand j'ai dit qu'il y avait une opération orchestrée pour torpiller l'administration Trump de l'intérieur à partir du camp des guerriers de l'information, etc. J'avais dit ça il y a, je pense, 2-3 semaines, que il y a 10 jours dans le Web Journal, 17 millions, j'avais dit c'est coordonnées de l'intérieur. Et Clandestine sur Twitter qui dit exactement la même chose. C'est un des gros comptes là, sur Twitter qui avait parlé des laboratoires biologiques. Les médias avaient parlé de ce compte-là et tout. Il avait raison sur la plupart des trucs qu'il avait mis de l'avant. Il dit donc il y a clairement une opération en cours visant à semer la discorde ciblant le cabinet de Trump, ses coordonnées, l'État profond riposte, etc., etc. Donc, une grande partie de cette hystérie amplifiée par les personnes perçues comme étant de notre camp en échange de clics. C'est ça que je te dis. C'est ça que je te dis. C'est ça que je vous dis. Ça ne fonctionne pas avec les médias et donc la seule façon, la stratégie, c'est d'infiltrer des têtes, des talking heads, des influenceurs ou des personnes qui ont de la crédibilité à l'intérieur de notre camp et s'aborder l'opération de l'intérieur. Et donc, ce que j'ai remarqué, c'est pas juste... c'est parce que c'est évident qu'il y a certains comptes qui tirent toujours, qui font de la désinformation, qui sèment... qui jouent, qui vont pas au fond des choses, qui jouent sur les apparences, qui tordent la vérité, etc. Et puis c'est supposément des sonneurs d'alerte, alors que c'est faux. Et c'est facilement faux. On a juste à taper genre une des qui est pour voir que c'est plus compliqué que ça. Mais il y a des comptes qui font juste ça. Et donc, c'est pour ça qu'on parle d'opération de l'intérieur. Et voilà, donc et finalement aussi les pizzas, les pizzas. Les médias commencent à parler de Pizzagate et en disant que c'est quelque chose de vrai. Hein, ça fait 7 ans qu'on est là-dessus, Radio-Québec. Pizzagate, on en parlait en 2018. En 2019, on est allé à l'émission Les Francs-Tireurs avec Martineau, puis on a parlé de pédosatanisme. On était présentés comme des malades. Mais là, c'est ça. Les médias commencent à... C'est la police nationale française qui a commencé à valider ça. Puis ça a été repris par BFM TV. On va voir ça on va garder ça comme la cerise sur le gâteau, la cerise sur le sundae en fin de Web Journal. Mais donc, je sais que les gens sont impatients. On est en élection au Canada maintenant. Et Pierre Poilievre a perdu, le chef du Parti conservateur du Canada, a perdu un avantage d'à peu près 30 points sur Justin Trudeau. Et que ce soit avec des sondages fabriqués ou non, maintenant, la situation politique perçue est complètement transformée avec l'arrivée de Mark Carney. Et on va voir un petit peu ce qui en retourne. Malgré les apparences, et là évidemment, c'est comme d'habitude, c'est-à-dire que c'est malgré les apparences qui montrent qu'il y a une entente entre Trump et Mark Carney,
Trump continue à favoriser Pierre Poilievre comme le prochain premier ministre du Canada. Il est probablement bien sympathique à Maxime Bernier, mais Maxime Bernier ne sera même pas à l'opposition officielle. Il peut faire des gains, on le souhaite, et tout notre cœur va avec Maxime Bernier, mais la question du gouvernement, de qui va former le cabinet, c'est entre Carney et Poilievre. Et il y a des déclarations de Carney qui sont absolument historiques au sens négatif du terme, c'est-à-dire qu'il a mis un terme à la relation d'amitié avec Canada et États-Unis. Et par le fait même, il est devenu, étant donné que c'est notre plus gros partenaire commercial, notre plus proche allié, avec une frontière de milliers de kilomètres non défendus, à l'intérieur de NORAD, la défense anti-aérienne, la défense aérienne nord-américaine et tout. On partage des secrets d'État, des secrets défense, on fait partie de différentes alliances. Mark Carney est allé dire que la relation avec les États-Unis ne serait plus jamais pareille, qu'elle était terminée, rompue, etc. Je vous fais écouter... c'est 17 secondes, ou un petit peu moins que ça. Je pense pas que c'est 17 secondes, mais c'est quelque chose comme ça. Parce qu'il dit que la relation ne sera plus jamais pareille et maintenant, on n'est plus les alliés des États-Unis, on se tourne maintenant vers l'Europe. Et donc ça fait en sorte que le Canada devient, Mark Carney devient une menace à la sécurité nationale des États-Unis. We will need to ensure that Canada can succeed in a drastically different world. The old relationship we had with the United States, based on deepening integration of our economies and tight security and military cooperations, is over. La relation économique et de sécurité avec les États-Unis is over, est terminée. Et là, imaginez, ça a le potentiel d'une crise des missiles de Cuba. Je ne sais pas, une déclaration comme ça, de la part de quelqu'un comme Mark Carney, qui représente, il n'y a jamais eu aucun mondialiste aussi profond, dans l'État profond, qui s'est montré le visage au cours des 50 dernières années. Mark Carney est le représentant de l'État profond, du groupe Bilderberg, Forum économique mondial, du cartel bancaire. Tu sais, on dit les banques centrales qui contrôlent, etc. Il n'y a jamais eu ces gens-là, Bilderberg, Forum économique mondial, trilatéral, ceux dont Larry McDonald parlait lors du dernier Web Journal, tu sais, le clip de Larry McDonald à Crossfire que j'ai montré dans les années 80. Il n'y a jamais eu, c'est toujours des gens de l'ombre. On ne voit jamais vraiment qui tire les ficelles. Eh bien, Mark Carney, c'est la première fois qu'on voit le visage de quelqu'un comme ça, et c'est un uber mondialiste, un super mondialiste qui normalement reste dans les coulisses, et là maintenant on le voit à visage découvert. Et j'ai toujours pas réussi à comprendre la raison pour laquelle on voudrait mettre ce gars-là de l'avant, des gars qui restent en coulisses comme ça, avec un dossier comme Mark Carney, facilement critiquable. Hein? Il y a des gens qui disent que ça fait partie d'une stratégie de Trump, finalement, de le mettre là. Et puis, c'est une possibilité. C'est une possibilité. Mais je ne suis pas encore rendu là dans ma réflexion. Donc, Mark Carney, et là, on va voir aussi, il y a d'autres choses. On va voir la possibilité de certains contacts Trump-Poilievre en coulisses. Il y a effectivement comme comment je pourrais dire, une mule qui fait le va-et-vient entre Poilievre et Trump. Il y a des relations en coulisses. On va voir ça. Et on va parler aussi du thorium, hein, parce que ça, c'est une des plus grosses annonces. Une des plus grosses annonces qui a été faite, ça a un potentiel révolutionnaire mondial. Chris Wright, le chef du département de l'énergie, vous en rappelez, j'avais parlé de Chris Wright dans mon web journal sur les membres du cabinet Trump. J'avais dit que c'était un investisseur dans les technologies de pointe. Il ne croyait pas au changement climatique et quelqu'un qui allait déployer, qui n'allait pas se retenir sur l'énergie. Il allait avec le gaz de schiste, avec le nucléaire, etc. Et il dit, on va explorer dans une lettre qu'il a publiée le mois dernier et dont les journaux parlent cette semaine. Il dit, on va déployer le maximum d'efficacité énergétique en utilisant tous les moyens, même en recherche et développement, toutes les technologies nouvelles, etc. Et il fait écho à ce dont j'avais parlé il y a à peu près 2 mois, c'est-à-dire quand la Chine a annoncé qu'elle avait trouvé pour 60 000 ans de réserves énergétiques avec le thorium, des réacteurs au thorium. Eh bien, les États-Unis vont se lancer là-dedans aussi, le thorium. On a un segment là-dessus, on en reparlera tout à l'heure.
Mais ça, encore une fois, pensez-y, genre des taxes, une liberté d'expression incroyable pour les citoyens, des taxes pratiquement nulles et une énergie abondante. Liberté d'expression, liberté financière et liberté énergétique. C'est exactement le contraire de ce qu'on veut faire quand on veut prendre le contrôle d'une civilisation. Je vous avais parlé de ça. Sur Internet, il y a des vidéos de gens qui demandent à une intelligence artificielle qu'est-ce qu'on doit faire pour prendre le contrôle d'une civilisation. Et l'intelligence artificielle répond à peu près ce que j'avais répondu, c'est-à-dire cibler les communications, cibler l'énergie, démoraliser les gens, etc. Et c'est exactement ce qu'on a vu depuis 50 ans en Occident, hein, depuis au moins les années 70. C'est-à-dire une entreprise de destruction de la famille, de la démoralisation, on réduit l'énergie des gens, on contrôle les communications, etc., etc. Et Trump est en train de renverser tout ça. Ils sont en train de renverser tout ça. Et c'est pour ça qu'on parle d'âge d'or. Et là, tu sais, il y a des gens qui disent ouais, mais tu comprends pas, là, les deux camps sont pareils. Tu sais, c'est une partie de ping-pong entre un et l'autre. Ça, c'était avant. Parce que quand c'était la partie de ping-pong entre les deux camps, c'est-à-dire, il n'y avait jamais de remise en cause totale du système comme ça et d'un rétro-ingénierie de tout ce qui va mal vers des trucs sains. Tu ne peux pas dire que c'est la même chose quand tu t'en vas vers le bien, tu sais, quand tu augmentes la santé des gens, quand tu règles tous les problèmes. Parce que sinon, c'est quoi ton critère pour dire que ça va bien? Tu sais, quand ça va réellement bien et qu'on est en train de... C'est quoi le critère pour dire que ça va bien si à chaque fois qu'il y a quelque chose de positif, tu sais, dans ton espèce d'esprit sceptique, fucké, là, toujours tordu, tu dis genre « Oh non, mais on va se faire avoir quand même. » Là, ils sont en train de régler tous les trucs de la santé, ils coupent le financement à Gavi, la CIA s'est fermée, les USAID, on va avoir de l'énergie libre et de la liberté d'expression, les taxes, mais c'est une affaire pour nous avoir. Comment ça fonctionne dans ta tête, là? Et donc, ça... Il y a des gens qui ne réfléchissent pas. Ils sont juste sur des espèces de choses. Les deux, c'est la même chose. Les deux, c'est la même chose. Tu réfléchis à ce qui est en train de se passer? Voilà. Donc, Mark Carney et Trump. Donc, il y a deux possibilités hein, donc, dans cette espèce de volte-face de Donald Trump, parce que ça a changé, après le coup de fil, là, ça a changé complètement la donne. Il dit que ça a très bien été avec Carney. Il a apaisé complètement l'espèce de tension de guerre commerciale avec le Canada et tout le monde sent une espèce de souffle, on commence à souffler, il y a un répit et on va laisser l'élection se jouer, et etc., etc. Ça favorise Poilievre. Parce que, évidemment, ce qui se passait, c'est que Poilievre avait une avance d'à peu près 30 points sur Justin Trudeau. Et là, tout d'un coup, on commence à avoir des sondages où est-ce que les libéraux sont en avance. Évidemment, on parle de... Je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense que c'est des sondages fabriqués. Je pense que c'est comme Joe Biden et Kamala Harris, par exemple. Ça ici, c'était le lancement de campagne de Mark Carney. Il y avait littéralement 42 personnes dans le local. Ou je pense que c'est même moins que ça. C'est pas l'enthousiasme. C'est pas du tout ce qu'on a vu. Même Maxime Bernier avait plus de personnes que ça à son lancement de campagne. Et il n'y a personne... C'est une... Carney, c'est une candidature virtuelle. C'est pas clair qu'il y a l'appui des gens, qu'il y a l'appui, il n'y a pas d'enthousiasme nécessairement, mais en tout cas, il y a deux possibilités à cette volte-face de l'administration Trump sur les tarifs et sur la guerre commerciale avec le Canada. On pourrait favoriser l'élection de Carney, ou il pourrait soit vouloir favoriser l'élection de Carney, c'est ça ici, là, ou favoriser l'élection de Poilievre, sauver Poilievre. Moi, je tends vers celle-là. Je tends vers le fait de sauver Poilievre. Donc, pourquoi on voudrait... Je rappelle que je pense toujours que l'objectif final de tout ça, c'est... Je pense qu'il y a un plan... Quand Trump dit le Canada 51e État, je pense qu'il y a un plan A et un plan B. Le plan A, je veux dire le plan A et le plan B. C'est-à-dire, il y a un potentiel de désagrégation du Canada réel
et c'est même le directeur de la Banque du Canada qui le disait. Il y a 3 web journaux, j'avais le clip, où est-ce qu'il disait ça ne pourra pas aller mieux avec la guerre. On ne peut pas gagner la guerre commerciale contre les États-Unis. Ça ne peut pas aller mieux. La seule chose qu'on peut faire, c'est s'endetter pour soutenir nos entreprises. L'endettement va augmenter d'année en année pour soutenir nos entreprises. Pour soutenir nos entreprises, éventuellement, ça va s'effondrer. Les gens vont tous partir aux États-Unis à cause qu'ils ont une fiscalité compétitive. Alors que le Canada, on ne pourra pas survivre avec le niveau de taxation qu'on a, le niveau d'imposition qu'on a et la fuite des capitaux. Vous savez comment ça fonctionne dans le capitalisme? Hein? C'est la fuite, ça s'appelle la fuite des capitaux. Tous les capitaux vont partir aux États-Unis, puis la seule chose qui va rester ici, c'est de l'assistanat d'État. OK? Et donc, il y a une possibilité d'une désagrégation réelle du Canada et dans un plan machiavélique, on pourrait favoriser l'élection de Carney pour accélérer le processus. Et à partir du moment où ça commence à aller mal, la dette du Canada est plus gérable, on n'est plus capable de payer les intérêts sur la dette, les agences de cotation, si ça va dans une guerre commerciale avec les États-Unis, là, les agences de cotation comme Moody's, Standard & Poor's vont se rendre compte que le Canada n'est pas solvable, ne sera pas capable de payer sa dette, etc., puis vont commencer à prêter à des taux d'intérêt super élevés. Il va se passer un scénario à la Grèce et ou comme à l'Italie en 2008-2009. C'est-à-dire le Canada va s'effondrer financièrement, puis il va falloir vendre des PC, genre des morceaux du Canada, vendre, etc. Et c'est dans ce contexte-là que le 51e État peut advenir. Et il pourrait vouloir mettre Carney en place, parce que Carney est, au fond, c'est comme Kamala Harris, là. C'est du buzz médiatique, mais sur le fond, c'est un candidat très faible. Pour un certain nombre de raisons. Et donc, il pourrait vouloir mettre Carney en place pour favoriser la décomposition du Canada. Mais je ne pense pas que ce soit ça, mais ça pourrait être une stratégie. Et, par exemple, avec un Canada qui devient de plus en plus insolvable, etc., alors qu'il y a des provinces comme l'Alberta et la Saskatchewan qui ont des surplus et puis qui ont du pétrole, etc., ces provinces-là pourraient vouloir rejoindre les États-Unis. D'ailleurs, la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, était une des seules Canadiennes à l'inauguration du président Trump avec Wayne Gretzky. Et d'autres comme Jamil Giovanni, dont on va parler un peu plus tard. Donc, ça pourrait être une des stratégies, ça. Donc, aussi, semer la zizanie au sein du Canada avec un PM faible. Pourquoi Carney est le PM, le premier ministre le plus faible, probablement le plus faible? C'est un peu comme Joe Biden. C'est pour ça que je dis que Trump pourrait vouloir favoriser Mark Carney. S'il était très impérialiste, il pourrait vouloir favoriser Mark Carney parce que, outre l'apparence de force médiatique de Mark Carney, c'est un candidat très faible. Parce que Mark Carney, c'est lui qui est derrière le gel des comptes en banque des camionneurs. Je vous montre d'ailleurs ce qu'en disait Tucker Carlson ici. Thousands of truck drivers have descended on Ottawa, the capital city, to protest the tyranny of Justin Trudeau's government. Justin Trudeau does not like truck drivers. He thinks they're revolting. Justin Trudeau likes private equity barons and tech moguls and other people who give him money. Trudeau is not in Ottawa right now. In fact, he and his family fled when the truck drivers arrived, and they've been in hiding ever since. So when the revolution he has been calling for finally arrived, Justin Trudeau wasn't there to see it. He ran away in terror. Kind of sad. So instead, in his place, his friend Mark Carney has been speaking for him. Carney is a former Goldman Sachs executive who many believe will replace Justin Trudeau if Trudeau ever decides to give up power. In a recent... Donc, il dit déjà en 2022, c'est en 2023, pardon, mais il dit déjà en 2020, c'est en 2022 ou 2023, je ne me rappelle plus. En 2022. En 2022. Il dit déjà en 2022 que Carney allait remplacer Trudeau si Trudeau quittait. Ouais. Ça, c'est durant le convoi des camionneurs. Op-ed, Mark Carney vented his rage at the impudent truckers in Ottawa and anyone who sent them money on the internet. Quote, anyone sending money to the convoy should be in no doubt, Carney wrote. You are funding sedition. Foreign funders of an insurrection interfered in our domestic affairs from the start. Got that? It's not a Et a procédé, c'est pas Chrystia Freeland, c'est Mark Carney, l'architecte du gel des comptes en banque. Et donc, c'est ça que ça veut dire. Mark Carney, c'est celui qui veut mettre en place la monnaie digitale, le dollar digital, etc. Celui qui gèle les comptes en banque, c'est le banquier qui va contrôler, avec le dollar digital, c'est-à-dire tout ce qu'on pourrait craindre, c'est-à-dire le fait d'avoir, avec un dollar digital, une allocation d'énergie
par semaine ou par mois, c'est-à-dire tu peux plus acheter de l'essence parce que, avec ta carte, là, parce que tu as atteint ton quota d'essence, il peut faire ça. C'est l'homme de ça. Là. C'est l'homme qui pense à toutes ces choses-là parce qu'il fait partie du groupe Bilderberg et du Forum économique mondial. Donc, on apprenait, le Journal de Montréal nous apprenait finalement que Mark Carney était non pas un simple visiteur au club Bilderberg, mais un des membres, un des membres du comité exécutif avec d'autres personnes. Ça a été fondé par Klaus Schwab, Rockefeller, David Rockefeller, etc. Et ils nous mettent ici la photo de Jared Kushner. Jared Kushner qui n'est pas membre du Bilderberg, mais qui s'y est rendu. Donc, pensez, on apprend maintenant finalement que le groupe Bilderberg existe. Avant, on n'avait pas le droit de parler de ça, c'était complotiste. C'est comme le Pizzagate dont on va parler à la fin du Web Journal. Maintenant, les médias ils ont 10 ans de retard sur les complotistes et commencent à parler de Pizzagate, valider Pizzagate et valider le groupe Bilderberg. Je vous montre ce qu'ils en disent à Radio-Canada. Et là, l'animateur fait semblant de ne pas savoir c'est quoi le groupe. Bilderberg, c'est avec la commission trilatérale. Encore une fois, je ramène au clip qu'on a vu la semaine dernière de Larry McDonald. Ce sont ces institutions-là. Hein, le groupe directeur de Bilderberg, c'est 10-12 personnes, puis il y a des invités chaque année. C'est eux qui font et qui défont les leaders. Comme par exemple, beaucoup des leaders qu'on voit, comme Tony Blair, Bill Clinton, etc., se sont retrouvés au groupe Bilderberg l'année avant d'avoir été élus, d'avoir été choisis. Et c'est eux qui donnent l'impulsion mondiale. Le Forum économique mondial, pas tant que ça. C'est beaucoup trop gros et beaucoup trop connu et vu, etc. Le noyau du mondialisme, c'est le groupe Bilderberg. Et dans le groupe Bilderberg, il y a le noyau exécutif et Carney fait partie du noyau exécutif. Fait que toutes les affaires de puces qu'on veut vous rentrer partout, d'argent digital, ça vient tout de la tête du fucké Mark Carney. Donc, tout ce dont contre quoi Trump se bat et les patriotes se battent aux États-Unis, Carney est l'incarnation de ça. Il est l'impulsion derrière toutes ces idées fuckées-là. Hein? Donc, tu sais, par exemple, le net zéro, là, le fait de détruire nos économies pour ne pas avoir de carbone, l'arnaque, ça vient de là. Le fait de vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux, ça vient de la tête de Mark Carney. Vous mangerez des insectes. Rappelez-vous, c'était quoi? C'est ça ici? Oui. Les scientifiques, tu sais, ils ont essayé en 2023, il y avait cette espèce de propagande que vous allez manger des insectes, etc. Tout le monde a dit « fuck off ». Ça vient de Mark Carney, il fait partie du groupe Bilderberg, et là, vous voyez, comme si... Le Messi Carney est donc de ceux qui voyagent jusqu'à Davos, souvent en jet privé, afin de concocter des politiques pour amener le peuple à rouler à vélo. Tout ce que vous voyez dans les villes, les saloperies de pistes cyclables et tout, là, ça vient de Carney. Mais ça, c'est rien comparé au noyau, c'est-à-dire le contrôle avec une puce RFID. Là. Ce qu'on a vu, on l'a vu au début de la pandémie avec les codes QR et le fait de pouvoir avoir ton statut vaccinal sur la puce, devoir montrer ton code QR pour rentrer. Les zones, ça vient du groupe Bilderberg. Et c'est sorti, ça a été appliqué au sein des gouvernements, ça a été... managé par des firmes comme McKinsey, etc. Donc, tu sais, c'est le Forum économique mondial, le groupe Bilderberg, McKinsey, etc. Vous voyez la toile et au centre de ça, tu as l'hostie d'araignée, Mark Carney, qui fait partie du comité central, du comité exécutif de Bilderberg. Donc, manger des insectes, prendre des douches froides, etc. Notons également qu'il est l'homme qui a conseillé Trudeau pendant plusieurs années, le convoi, le gel des comptes en banque, etc. Et là c'est ça, les médias commencent à allumer maintenant sur le groupe Bilderberg. Et jusqu'à tout récemment, Mark Carney faisait aussi partie d'un club très privé, très select. Le Bilderberg, je crois, si je le prononce bien. Est-ce que c'est comme ça, le Bilderberg? Bilderberg. Oui, Bilderberg, en fait, club ultra élitiste. En fait, s'il en est un, on parle d'entre 120 et 140 personnes annuellement qui se réunissent. Qu'est-ce qu'on sait là-dessus? Pardon? Qu'est-ce qu'on sait là-dessus? En fait, ils sont forcés de donner un peu d'informations maintenant parce que les médias se sont quand même penchés là-dessus. On nous donne un peu le lieu du rassemblement et on nous dit des sujets qui seront abordés. Et on nous donne la liste des participants. Par contre, ce qui est dit
dans cette réunion-là qui dure 3 jours à huis clos. Ce n'est jamais rendu public et on n'a aucune idée donc de ce qui vraiment se dit derrière des portes closes. Donc, entre 120 et 140 personnes qui se réunissent et Mark Carney n'était pas seulement invité. On a appris qu'il faisait partie du comité de direction de Bilderberg. Donc, il était vraiment en charge à partir de 2020 au moins de décider qui allait être invité, quels allaient être les sujets. Mark Carney est littéralement la cause de tous nos problèmes. Là, c'est l'homme qui croit le moins en la démocratie que vous avez sur le champ politique, le présentement. Rappelez-vous ce qu'on disait sur le déficit démocratique, les gouvernements qui n'écoutent plus la population, qui imposent qui écoutent les élites internationales, le tribunal des juges, etc., la technocratie, on ne fait plus confiance au peuple, ça se décide à Davos, dans les groupes C40, etc., les think tanks, puis les maires ou premiers ministres, présidents reviennent dans leur pays faire appliquer ce qui a été décidé à l'international à leur population avec l'aide des médias collabos. Bien, au centre de cette toile-là mondialiste, t'as l'hostie d'araignée Mark Carney. Et encore une fois, je suis surpris du fait que cet homme-là a été mis en avant. Je ne suis pas encore suffisamment complotiste pour dire que c'est une stratégie des patriotes. J'ai entendu beaucoup, ça pourrait être possible parce qu'il est vraiment facilement attaquable et critiquable. Et c'est ce que Québécois fait présentement, le groupe de presse Québécois qui attaque Mark Carney à chaque fois qu'il en a l'occasion. Puis là, on se demande pourquoi il attaque Mark Carney. Eh bien... on pourrait dire, entre autres, que Québécois a intérêt, il y a plusieurs raisons potentielles, mais une des raisons, c'est que Québécois a intérêt à ce que les conservateurs gagnent pour que Pierre Poilievre puisse mettre en application sa fin des subventions à Radio-Canada. C'est dans l'air un coupé là, avec le Doge, etc. Et si Poilievre est élu, une des choses qu'il va devoir faire, parce que ça se fait partout maintenant dans le monde, là, couper. Même en Angleterre, ils coupent. Là, c'est devenu, c'est ce qu'ils ne voulaient pas. C'est eu l'effet domino, là, c'est ce qu'ils ne voulaient pas, mais c'est ce qu'on a maintenant. Les coupures partout. Et Québécois serait juste trop content de voir son compétiteur principal, Radio-Canada, se voir couper son financement. Ça pourrait sauver Québécois, en fait. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait qu'il a placé des milliards de dollars dans des paradis fiscaux et il s'est fait questionner en public là-dessus, en conférence de presse. Il a placé des milliards, alors qu'il serrait la vis aux Canadiens, qu'il augmentait nos impôts, qu'il créait la taxe carbone, ce que vous avez vu en France, le goulot d'étranglement sur le peuple ordinaire, lui plaçait son argent dans les paradis fiscaux. C'est pour ça que je vous dis que c'est un candidat faible. C'est comme Kamala Harris, c'est comme... et aussi, ayant été gouverneur de la Banque d'Angleterre aussi, gouverneur de la Banque du Canada et de la Banque d'Angleterre, il était un bon ami de Ghislaine Maxwell, la co-conspiratrice de Jeffrey Epstein. Vous les voyez ici, le couple Carney en violet avec la Ghislaine Maxwell en noir et la femme de Carney en blanc à côté de Ghislaine Maxwell. Comme des bons amis, hein? Ils s'entendaient. Et là évidemment, on n'a pas de preuve de rien. On ne peut pas sauter directement aux conclusions. Ça prend, mais pensez-y, là, à un niveau, Club Bilderberg, à un niveau comme celui-là, et puis Ghislaine Maxwell, et puis, regardez, encore une fois, ici, vous voyez en noir et en blanc la femme de Carney avec Ghislaine Maxwell, comme des bonnes amies là, qui jasent du bon vieux temps. Vous les voyez ici avoir du plaisir. Encore une fois, la femme de Carney avec Ghislaine Maxwell couchée dans le gazon. Voilà. Et donc, tout ça pour dire que c'est ça, c'est une candidature qui est facilement attaquable. Et si j'ai d'autres éléments d'information qui me permettent de faire le lien, qui me permettent de raisonner une volonté trumpienne de mettre Carney en avant pour... Je l'articulerai, mais là, présentement, je ne suis pas encore rendu là. Donc, oui, ça, Mark Carney, membre du mystérieux club privé Bilderberg, fraye avec l'élite de l'élite. Or, ce qu'on a partout dans le monde, c'est une révolte contre les élites. Tout le monde le sait depuis 2019, depuis 2020. Il y a eu la COVID où on a eu peur, mais c'est ce que les journalistes disent. Hein. Puis quand ils disent pourquoi les journaux et les médias perdent de l'influence, ben ils disent qu'il y a cette espèce de réveil de la population, une révolte contre les élites. Et là, on nous fout l'élite de l'élite. C'est pas juste une élite, là. C'est l'élite de l'élite de l'élite. C'est
la petite crise d'araignée au centre de la toile. Là. C'est comme si lui qui tisse la toile avec je sais pas, comme une dizaine d'autres personnes. Tu sais. Et là, on nous le met comme on nous le présente en avant de la scène. Ça, bon. Ça, c'est pour Mark Carney. Et donc, candidat très faible, mais qui pourrait, une des possibilités, comme je l'ai expliqué, ça pourrait être des volontés de Trump de mettre ce gars-là hyper faible, que Trump aurait le loisir de détruire et ou de contrôler par la suite à la tête du Canada. Puis ça, c'est l'approche machiavélienne. C'est-à-dire que Trump jouerait un jeu machiavélique où est-ce qu'il veut réellement détruire le Canada, mettre un premier ministre. Mais je ne pense pas que c'est ça. Je pense que ça va plutôt dans l'optique de sauver Poilievre à cause justement du renversement complet des intentions de vote. Et je pense que ce que Trump a fait dans son coup de fil avec Carney, c'est de retirer le sujet des tarifs qui fait très mal à Poilievre. Donc, c'est comme s'il a mis un terme à ça et puis... OK, on s'en reparlera après l'élection, et puis on verra. Et juste pour finir sur Carney, en fait, et ça, c'est en plus d'être allé au micro en tant que premier ministre du Canada en disant que la relation économique et sécuritaire avec les États-Unis était terminée. Imaginez, j'avais pas fini ma pensée, là, mais c'est le genre de truc qui pourrait presque justifier une invasion, ça. Menace à la sécurité nationale des États-Unis. Les États-Unis ne peuvent pas avoir un voisin hostile au nord, collé sur la Russie, qui est allié avec la Chine. Comme en termes de géopolitique, en termes stratégiques, c'est totalement inacceptable. Et voilà, donc, c'est maintenant Poilievre. Poilievre, il y a plusieurs choses à dire sur Poilievre, finalement. C'est ce qu'il me semble, évidemment, c'est que Trump essaie de sauver Poilievre en faisant ça. Et il y a je pense que ça s'est même fait à la demande de Poilievre. Et il y a un élément intéressant ici, c'est la relation entre un proche de Poilievre et le vice-président J.D. Vance. Hein? Donc, Jamil Jivani, est-ce que je l'ai ici? Oui, ici, c'est comme un des candidats vedettes du Parti conservateur en Ontario. Jamil Jivani, qui est un proche de Poilievre, vous le voyez ici aussi avec Poilievre, c'était, lorsqu'il étudiait à Yale en droit, le meilleur ami de J.D. Vance. Les gars, ils buvaient, faisaient la fête ensemble, c'était des best buddies, c'était les deux inséparables, Jamil Jivani et J.D. Vance. Et maintenant, Jamil Jivani est... avec Poilievre, près de Poilievre, et J.D. Vance est évidemment vice-président des États-Unis. Vous les voyez encore une fois, les deux ici. Jamil Jivani, d'ailleurs, s'était rendu, ça c'était, je pense, au mois de décembre dernier, lorsque Jamil Jivani était allé rencontrer Poilievre pour parler justement des tarifs. Un député conservateur, Jamil Jivani, a rencontré le vice-président élu des États-Unis, Pierre Poilievre. Les deux politiciens se sont liés d'amitié lorsqu'ils étaient étudiants à l'université de Yale. Et donc, voilà, ici, c'est sur la page Wikipédia de Jivani. At Yale, he was best friend and classmate with former Republican United States Senator from Ohio and Vice President of the United States, J.D. Vance. Donc, pensez-y, en termes de... On sait que l'administration Trump aime utiliser des canaux, des courroies de transmission irrégulières, le téléphone rouge, des canaux en coulisses. Eh bien, vous l'avez ici avec Jamil Jivani. Et cette initiative du coup de téléphone Trump-Carney vient probablement d'une requête de Poilievre qui a chargé à Jamil Jivani de parler à J.D. Vance, afin d'expliquer à Trump que ça faisait mal, etc. Ça, c'est mon interprétation. Maintenant, je veux juste dire un mot sur Pierre Poilievre. Je sais que les gens, là, tout le monde doit être en train de dire Poilievre, le mondialiste, etc. Je vais rappeler, c'est vrai que Poilievre louvoie beaucoup, il n'est pas clair sur certains sujets, il appuie la guerre en Ukraine, etc. C'est « fuck you », Poilievre, on n'en veut pas de la guerre, etc. Mais Trump aussi a fait des déclarations en faveur de Zelensky, de la guerre en Ukraine, etc. Je veux juste clarifier certaines choses. Moi, mon cœur va à Maxime Bernier, mais je veux rappliquer certaines choses. Je veux juste clarifier un certain nombre de trucs. En 2019, j'avais créé ce web journal-là, « Pourquoi je vote Bernier PPC ?» et j'avais expliqué dans le web journal pourquoi la position de Maxime Bernier était la meilleure. Et j'avais défait certaines des rumeurs qui étaient lancées contre Maxime Bernier. À l'époque, le Parti conservateur, on l'a su par la suite, que le Parti conservateur avait mis en branle une machine à rumeurs
essayant de discréditer Maxime Bernier en le liant à George Soros. Or, j'avais moi-même regardé tous les trucs, j'étais passé à travers comme je fais de la recherche, mais il n'y avait rien derrière ça. Et j'avais fait ce web journal-là que vous pouvez trouver sur Odyssée en expliquant que c'était des fausses rumeurs, que c'était du salissage de la part du Parti conservateur. T'sais, on disait que Maxime Bernier avait une conseillère de George Soros dans son équipe. Or, c'était genre, il avait eu une rencontre avec une organisatrice du PPC dans une des circonscriptions qui, elle, il y a 10 ans, avait assisté à une conférence du Mises Foundation. Et la Mises Foundation avait reçu, incidemment, quelques années auparavant, un grant, là, des fonds de la fondation George, de la Open Society Foundation. Tu sais, c'était comme une espèce de truc, là, genre comme hyper distant. Puis là, on disait, Maxime Bernier travaille pour George Soros. Puis là, je t'avais démonté ça là-dedans. Eh bien, il y a un peu le même genre de campagne de salissage sur Pierre Poilievre. C'est-à-dire qu'on voit du bord, du côté des membres du PCC, des fois des espèces d'images, tu sais, où est-ce qu'on voit comme Trump et Maxime Bernier sont tous en accord sur un certain chose. Puis là, tu vois Poilievre, c'est genre, il est pour un gouvernement mondial, il est pour l'immigration de masse, il est pour les chirurgies transgenres, etc. Or, c'est de la désinformation, puis c'est faux, c'est pas ça. Pierre Poilievre est pour la liberté d'expression. Il a dit qu'il était contre l'identité numérique, qu'il allait interdire à ses ministres de participer aux réunions du Forum économique mondial, etc. Et on lui fait... Il y a beaucoup de désinformation qui circule sur Pierre Poilievre. C'est pas mon choix. J'encourage les gens à voter Maxime Bernier, mais il y a beaucoup de désinformation qui se fait sur Pierre Poilievre et les gens sont beaucoup plus tolérants avec Trump qu'avec Poilievre. Tu sais, on dit, Trump, il joue, il n'a pas le choix de dire ça parce que c'est devant les médias ou RFK. Tu sais, il n'a pas le choix de dire ça parce que... Mais Poilievre, on ne lui donne pas le bénéfice du doute parce qu'il n'a pas le choix de dire ça parce qu'il est devant les médias. Or, Pierre Poilievre, je vous rappellerai que durant la crise des camionneurs, le Parti conservateur était dirigé par Erin O'Toole, qui était un mondialiste, qui était un yes-man à toutes les politiques mondialistes, etc. Pierre Poilievre était député à ce moment-là, donc il était sous O'Toole, il était lié par la discipline de parti. Là, les gens lui reprochent des choses qu'il a fait lorsqu'il était député, ou etc. Il était sous la bannière conservatrice et il y a un whip, quand tu fais partie d'un parti politique, tu dois voter comme, etc., etc. Et c'est Pierre Poilievre qui a organisé le putsch contre le mondialiste Erin O'Toole, qui l'a sorti de là, puis qui a commencé à parler de liberté avec les camionneurs. Pierre Poilievre s'est rendu rencontrer les camionneurs. Vous voyez ici. Donc, alors que tout le monde parlait de trahison et de sécurité nationale, que Mark Carney gelait les comptes en disant que c'est de la sédition, etc., le gars s'est pointé avec les camionneurs en disant « Nous sommes pour le libre choix avec les vaccins, etc. » OK? Fait qu'il y a beaucoup de... Je veux juste m'insurger 10 secondes contre les espèces de petits tableaux qu'on voit, où est-ce qu'on voit que Poilievre est pour un gouvernement mondial, pour l'identité numérique, pour ci, pour ça. La position, il me semble, sur l'immigration, c'est de rendre ça aux provinces. Je vous montre un clip où est-ce que Poilievre dit qu'il est contre les lois de la censure, tu sais, la loi C11, etc., là, qui peut te censurer pour des propos que tu n'as même pas tenus, que tu pourrais tenir. Il va abolir ça. Il est contre l'identité numérique et contre la participation aux réunions du Forum économique mondial. Donc, c'est un anti-carnéiste. Uniting for freedom means that we will repeal the censorship law, C11. Freedom means no mandatory digital ID. Uniting for freedom means banning all of my ministers from any involvement in the World Economic Forum. Les gens ne le croient pas des fois, je voulais juste le montrer. Encore une fois, ce n'est pas un pitch pro-Poilievre, là, tombez-moi pas dessus. Oui, mais Alexis, tu comprends pas, Poilievre, c'est un mondialiste. Il n'est pas aussi pire que certains voudraient nous le faire croire. C'est comme les vaccins, là, c'est-à-dire... J'ai dit que c'était pas une hécatombe, c'est dommage, c'est pas bon. On préfère Bernier, on aurait préféré pas qu'il n'y en ait pas, mais c'est pas une hécatombe. Il n'est pas aussi pire qu'on laisse. Et je pense que de toute façon, c'est le choix du président Trump. Et je pense que la conversation que Trump a eue avec Carney et l'apaisement général du climat de tension entre les États-Unis et le Canada, ça vient d'une demande de Pierre Poilievre. Parce que la guerre commerciale lui faisait très mal. Ça avait mal tourné à son avantage. Et ça, c'est probablement un bon coup des libéraux, hein, avec les médias et tout, ils ont été capables de tourner ça à leur avantage. Ouais, des fois, on fait des choses et ça ne va pas nécessairement dans le sens qu'on veut.
Je rappelle encore une fois que je pense que la volonté principale de Trump, ce qui va être négocié avec Poilievre, c'est une intégration plus avancée du Canada dans une entente, une fusion nord-américaine ou quelque chose comme ça, peut-être pas le 51e État, là, mais c'est surtout l'accès aux ressources du Grand Nord, l'accès aux voies de passage. Vous voyez, les États-Unis contrôlent l'Alaska. Et si vous voyez justement la relation entre le Canada et le Danemark, c'est l'accès au Grand Nord, c'est l'accès à la mer du Nord, aux ressources pétrolières de la mer du Nord, etc. Et c'est la même chose avec le canal de Panama. Donc, toutes les initiatives de Trump, Groenland, Canada, canal de Panama, c'est pour les voies d'accès, c'est pour les navires, c'est de la géopolitique pour dans les années de 2050. Je dis les années 50, c'est pas les années 50 en arrière, c'est les années 50 dans le futur. Trump, il n'y aura pas de... Trump entrevoit, si vous lisez les documents militaires américains, là, Strategic Dominance in the Future, blablabla, c'est toujours, ils sont toujours dans comme 20 ans, en train de penser 20 ans à l'avance. Et ce que vous voyez là, c'est la nécessité d'accéder aux voies de passage à travers l'Arctique pour 2040, 2050, etc. C'est du positionnement sur le très, très, très long terme. OK? Donc, ça, c'est ce que j'avais sur Mark Carney. Ah, c'est ça. Je l'ai dit, ça. Jamil Jivani qui est la courroie de transmission entre les deux, les meilleurs amis du monde, les amis d'université. Ils ont même peut-être eu des copines ensemble, on ne le sait pas. On ne veut pas le savoir non plus. Et mon fils qui exigeait que je mentionne le fait que c'est lui qui avait trouvé la connexion. Là. Oui, oui, Étienne, c'est beau, là. Content? C'est lui qui a trouvé la connexion. Il m'a dit « Hey, tu ne savais pas que Jamil Jivani, J.D. Vance, Poilievre... » OK, voilà, c'est fait, j'ai payé ma dette. Alors, c'est ça c'est pour Trump et Carney. Maintenant, on va aller juste c'est ça. Sur les vaccins, je me suis complètement gouré sur les vaccins. Je suis vraiment désolé. Et là, Julie Lévesque, l'émission à laquelle j'étais passé il y a à peu près un mois, a invité finalement Denis Rancourt pour savoir qu'est-ce qu'il y en est là avec les vaccins et tout ça, le nombre de morts. Et là, Denis Rancourt, finalement, je vais vous l'avouer, on est dans le milieu du web journal, c'est pas un mea culpa, il fait juste, au contraire, il revoit à la baisse ses estimations. C'est moins que 17 millions. OK? Parce que, je vais vous montrer l'extrait, il dit qu'ils ont, depuis qu'il a sorti, c'était comme l'année dernière qu'il avait sorti 17 millions, lui, il passe à travers des études et des études et des études, puis il y a plusieurs études qui montrent que quand tu regardes le statut vaccinal des personnes qui sont décédées dans les pics de mortalité, il y en a au moins la moitié, je pense que c'est ça qu'il dit là, il y en a au moins la moitié qui ne sont pas vaccinés. Et donc, ce n'est pas 17 millions. Le vrai chiffre, c'est probablement celui de Dowd, Edward Dowd. J'avais parlé de deux chiffres. J'avais dit Edward Dowd, il disait 8,5 à 15 millions, là, entre 7,5 et 15 millions de personnes. Puis là, il y avait Rancourt qui était sorti puis qui avait dit 17. Mais c'est finalement, Rancourt est en train de se ranger au chiffre de Dowd. Quand tu regardes le statut vaccinal du pic de mortalité post-vaccinal, tu vaccines, puis là, tu as comme un pic de... Tu regardes le statut vaccinal des gens qui décèdent, bien, il y en a quelque chose, je pense qu'il dit quelque chose comme la moitié qui ne sont pas vaccinés. OK? Et donc, le vaccine fatality rate, le taux de mortalité des vaccins, ce n'est pas 0,3%, comme j'expliquais dans le web journal, c'est 0,1, 0,2. Et c'est surtout des personnes âgées. Oui, occasionnellement, il y a comme le jeune qui décède puis qui n'aurait pas dû, et puis ça fait beaucoup de bruit, mais on parle sur des millions, des dizaines, des centaines, voire des milliards de personnes. Fait qu'il y a des cas qui font gros bruit à gauche et à droite, et on est crinqué parce qu'on veut... Mais encore une fois, c'est pas une hécatombe. Et d'ailleurs, c'est exactement ce que dit Pierre Chaillot dans l'émission. Je vais vous montrer Chaillot, qui dit « Ce n'est pas une hécatombe ». Je m'excuse pour les vidéos. Mon éditeur de vidéos a gelé. Je ne suis pas capable de l'utiliser. Fait qu'il faut que je vous amène mécaniquement jusqu'à 1h24 dans l'émission. Télé-liberté.
Il y a à peu près 5 fois plus de personnes qu'on a vaccinées avec les vaccins Covid que des vaccins antigrippaux, mais il y a 100 fois plus d'effets indésirables qui ont été remontés pour les vaccins Covid. Donc il y a eu des signaux énormes de remontée de gens qui se plaignaient. Ça, c'est notre première source d'information, parce que c'est une source qui est reconnue par l'industrie pharmaceutique et qui sait très bien d'ailleurs qu'il y a une sous-déclaration telle que l'industrie pharmaceutique dit quand il y a un effet indésirable qui remonte, quelle que soit sa gravité. D'ailleurs, le vrai nombre d'effets dans la population, c'est ça fois 10. Voilà. Donc quand vous avez quelque chose comme 30 000 morts remontés en Europe suite à la vaccination Covid-19, l'industrie, elle, reconnaît à peu près 300 000 morts. Ça, c'est un premier point. Donc la pharmacovigilance d'un côté, et de l'autre, on peut suivre les évolutions de mortalité semaine après semaine dans tous les pays d'Europe. Et on peut remarquer qu'après chaque campagne de vaccination... Écoutez bien, là, parce que j'ai été crucifié pour les mêmes mots. Pour chaque tranche d'âge, en Europe, il y a eu des hausses de mortalité. Pas des hécatombes, mais on voit des bosses de mortalité qui arrivent juste... Quoi? Pas des hécatombes? Semaine après semaine dans tous les pays d'Europe. Et on peut remarquer qu'après chaque campagne de vaccination, pour chaque tranche d'âge, en Europe, il y a eu des hausses de mortalité. Pas des hécatombes, mais on voit des bosses de mortalité qui arrivent juste après chaque campagne de vaccination. Pas des hécatombes. Imaginez le culot de cet homme qui nie il est un pro-vax, donc nous devrions nous faire injecter, Alexis. Qu'as-tu à dire de ça, Alexis? Je veux dire, il dit exactement la même chose que moi. Là, il y a plein d'influenceurs là, sur Facebook là, qui me sont tombés dessus, là, genre des personnes de peu de discernement, pourrait-on dire, pour mettre ça de façon extrêmement polie. Et là, on va écouter Rancourt. Rancourt, à l'émission de Julie Lévesque, à 39 minutes 30, si vous le retrouvez sur Facebook, à 39 minutes 30, explique que la mortalité, c'est pas 17 millions, c'est beaucoup moins que ça. Il y a à peu près 4 ou 5 études sérieuses qui ont été faites là-dessus à date. Et nous aussi, 5 études sérieuses sur le statut vaccinal des personnes qui décèdent après la vaccination. Si on a accédé à des données comme ça, et on est en train de préparer un article là-dessus, et c'est vraiment frappant parce que moi, je m'attendais, quand j'ai eu accès à ces données-là, je me suis dit, bon, ben, c'est clair, là, il y a eu déploiement très rapidement, puis il y a un pic de mortalité. C'est clair que c'est ce pic de mortalité-là, tous les excès, là, tous les gens qui sont morts à ce moment-là, dans ce pic-là, ben, c'est des personnes vaccinées, de toute évidence. So, on va aller voir ça, puis on va démontrer ça, puis ça va être la preuve. Donc ça, c'est son assumption initiale. Toutes les personnes qui sont mortes dans le pic de vaccination, c'est des personnes de post-vaccination, là, c'est le pic de mortalité post-vaccination, c'est des personnes vaccinées. Et c'est avec ce chiffre-là qu'il est arrivé à 17 millions. OK? Et là, maintenant, il est allé voir, avec les études, il est allé voir le statut vaccinal réel. Bon, on est allé voir ça, puis c'est pas vrai pantoute. Ah, c'est pas vrai pantoute, donc c'est pas 17 millions. Bravo d'avoir l'humilité de le reconnaître, parce que c'est pas tous les chercheurs qui auraient cette humilité-là. Ben moi, je suis les évidences. Si je crois les données et je me suis convaincu que c'est des bonnes données, je vais conclure ce que les données me disent. Je vais conclure. Et les données nous ont dit il y a autant de personnes vaccinées que non vaccinées qui meurent dans l'excès de mortalité. OK? Donc, le vaccin ne protège pas. Aucunement. Il y a autant de personnes vaccinées que non vaccinés qui meurent dans les pics de surmortalité. Et là, les gens, ils disent, arrêtez là avec... J'ai déjà réglé toutes ces choses-là dans le chat, là. Je bloque n'importe qui sort des inepties. On regarde le pic de mortalité. C'est pas les gens qui sont classés COVID ou non, là. Ils regardent le pic de mortalité, puis ils regardent le statut vaccinal. Ces gens-là avaient-ils reçu une dose ou non? Revenez à vos sens. Les meilleurs chercheurs, les gens qui ont passé des heures, des centaines d'heures à étudier la totalité des données pour ne pas avoir l'air fou, qui ont écrit des livres et des études là-dessus, qui sont passés à travers plusieurs pays, les données gouvernementales, statut vaccinal, non vaccinal, etc., vous disent que c'est pas une hécatombe, puis que c'est comme entre 8 et
autour de la moitié, la moitié, c'est-à-dire 8-10 millions. C'est comme un vaccine fatality rate de 0,1, 0,2. Et là, moi, je ne suis pas humble comme Denis Rancourt. Denis Rancourt admet son tort. Et finalement, moi, malheureusement, je suis désolé. Moi, parce qu'on m'est tombé dessus pas mal. Là. Denis Rancourt n'a pas comme une émission qui ne se fait pas tomber dessus comme ça. Là, mais donc, c'est pas 17 millions. Si c'est comme il dit, la moitié sont pas des vaccinés. Ils n'avaient jamais reçu de vaccin. Ben, ça nous amène à quelque chose comme 8,5 millions, comme le chiffre de Dowd. Là. OK? Alors, un petit clin d'œil à tous ces gens sur Facebook de très peu de discernement. Il fallait que je le fasse, évidemment. Donc, c'est ça. Maintenant, Trump, RFK, promesse faite, promesse tenue. On va y aller avec le thorium, tant qu'à y être. Changeons un petit peu l'atmosphère, là, puisque c'est comme au football, là, quand ils font un touchdown. Là, c'est comme... On n'en veut pas des vax, etc. Mais c'est ça, finalement. Allons-y plutôt avec RFK, puisqu'on parle de vax. Là. Trump qui vient de couper... non seulement ça n'a pas été une hécatombe, comme le dit Chaillot, mais Trump qui vient de couper finalement les fonds de la Gavi. Des millions de personnes pourraient mourir. Les États-Unis vont arrêter leur soutien vaccinal aux pays en développement. Imaginez la cruauté de Donald Trump. On ne s'en va pas vers un âge d'or. Il vient de couper l'aide internationale aux vaccins. Gavi, the Vaccine Alliance, has its $1 billion grant cut by Trump administration. Le milliard de dollars qu'il donnait à Gavi, on m'a sorti ça durant la... Oui, mais Trump a donné de l'argent à Gavi, etc. Oui, c'est ça. Là, maintenant, on coupe. OK? Il y avait une stratégie durant la pandémie. Il fallait s'en sortir. Et la seule façon de s'en sortir, c'était avec un vaccin, puisque c'était ce que les autorités médicales qui contrôlaient le discours avaient décidé. Et donc, voilà. Maintenant, les choses sont réglées. Et on coupe Gavi. Et là, rappelez-vous, quand Bill Gates est allé rencontrer Donald Trump, et là, tout le monde disait « Trump a trahi, encore une fois, tous des astis de moumounes. Trump a trahi, il rencontre Bill Gates, etc. » Genre, qu'est-ce que Trump a fait? Il est allé rencontrer Bill Gates, puis après, il a coupé les fonds gouvernementaux à Gavi. Tchac! Fini ton asti d'entreprise philanthropique d'injection mondiale des vaccins pour, comme il l'a dit dans une entrevue, un TED Talk, là, pour réduire la population mondiale. Fini. Pas avec l'argent du gouvernement américain, en tout cas. Puis ça, ce n'est qu'un début. Il a pensé à tout ce qu'il a fait depuis le début. Hein. C'est retrait cataclysmique des États-Unis. Un retrait cataclysmique des États-Unis menace l'OMS. Ici, quand il s'est retiré de l'OMS, après le retrait américain annoncé, l'OMS doit couper son budget de 20 %. Je pense que c'est plus, hein, mais... ici, Trump et la santé mondiale, chronique d'un mois de destruction. Il est en train de tout détruire les instances corrompues, etc., dans la santé mondiale. Et il y a des gens qui continuent à être... Il a interdit l'obligation vaccinale des vaccins COVID. On en a parlé il y a quelques webjournaux, je ne vais pas tout le refaire à chaque fois. Là. Il a annoncé qu'il allait revoir complètement la cédule pour les vaccins pour enfants, RFK, parce qu'il dit notamment que les vaccins n'ont pas été testés pour l'autisme. Alors, il veut revoir au complet la cédule vaccinale. Il dit ici, tout va changer en matière de vaccins dans une entrevue avec, je ne me rappelle pas c'est quoi, CBS, là. On lui dit, l'animateur, est-ce que je l'ai? Je pense que je l'ai quelque part, je l'ai ici, l'entrevue. I know the question that you've been asked throughout your confirmation. During the hearing, oh, well, this link between autism and vaccines has been disproven. None of the vaccines that are given during the first 6 months of life have ever been tested for autism. The only one was the DTP vaccine. Oui, donc il veut revoir complètement la cédule pour les vaccins. Et là, il dit... L'autre, il dit l'argument principal, c'est genre le lien entre l'autisme et les vaccins a été débunké. Ça, c'est l'animateur. Là, il dit ça n'a jamais été débunké. Il revient avec les vaccins causent l'autisme. Tu comprends-tu? Chose, là, genre, peut-être, tu sais, qui ne veut pas comprendre qu'on est en train de battre le système, là, genre, les contre-récalcitrants, là. Il y a personne n'a jamais fait ça, certainement pas un responsable de la santé publique. Il dit à l'argument que le lien entre l'autisme et les vaccins a été démonté complètement, il dit c'est faux que ça a été démonté complètement
parce qu'il n'y a aucun des vaccins qu'on donne dans les premiers 6 mois de la vie qui ont été testés justement pour voir si ça causait de l'autisme. Je mettrai le clip sur Telegram. Hein? Et imaginez ça, dire ça à la télévision. Et c'est pour ça que je dis que je disais en début de Web Journal que c'est une campagne orchestrée pour le faire mal paraître. Ils vont dire il n'a jamais fait ça. Puis, quand tu regardes dans le détail ce qu'il dit, etc., il n'a rien changé de ses positions. Ce gars-là se bat comme un lion. Honnêtement, j'ai presque plus de respect pour RFK que Trump. Là, je suis comme. Les deux compétitionnent là, comme en termes d'admiration et puis de Trump. Des fois, il est comme, il joue au tough et puis. Il fait des trucs controversés, puis RFK, c'est simplement un gars intègre, tout simplement, du début jusqu'à la fin. Puis de voir les attaques qui sont menées contre lui, pensez d'où est-ce que ça vient réellement, ça. Et donc, il dit, tout va changer en matière de vaccins, a déclaré le secrétaire à la santé RFK à Michael Knowles. Aucun des vaccins administrés au cours des 6 premiers mois de la vie n'a jamais été testé pour l'autisme en tant que chef de la santé publique américaine. Nous allons suivre la science, publier toutes nos études, ce que le CDC n'a jamais fait. Ce que le CDC n'a jamais fait. Et là, avec un système pour rapporter les dommages des vaccins, etc., pensez réellement à ce qui est en train de se passer mondialement. Il a annoncé aussi qu'il allait renvoyer 10 000 personnes au sein du département de la santé américaine. Le ministère de la Santé supprime 10 000 emplois malgré les protestations de nombreux soignants. Tous les collabos, les gens qui ont passé des décennies à juste se foutre de la santé des Américains, autoriser n'importe quel vaccin, n'importe quel additif alimentaire, c'est comme n'importe quoi, genre, ouais, vas-y, comme... Tu sais, ces gens-là disparaissent, là, et est en train de faire le ménage. En plus de ramener l'autisme et les vaccins à l'avant-scène, dans une conférence récemment, il disait « Aujourd'hui, Kennedy a révélé ce que les PDG des grandes entreprises alimentaires lui ont dit. » Il y a 2 semaines, il a rencontré les grands PDG des entreprises alimentaires américaines, là, Big Food, comme on dit. Et là, encore une fois, tout le monde disait « Kennedy vendu, il rencontre c'est comme Trump avec Bill Gates, là. Kennedy vendu, il rencontre les représentants de l'agroalimentaire, blablabla. » Mais c'est qu'est-ce qu'il dit? Si vous avez écouté la vidéo, encore une fois, il s'en va dans une réunion, un colloque, et il louange le gouverneur de, je ne me rappelle plus c'est quel État. Je ne me rappelle plus c'est quel État. C'est le représentant... j'ai perdu son nom, j'ai oublié son nom. En tout cas, ça m'arrive souvent en nom comme ça. Là. C'est Massey, je ne me rappelle plus c'est quoi. En tout cas, MA quelque chose. Désolé, ça m'arrive souvent en nom comme ça. Donc, un des gouverneurs d'un des États qui a décidé de bannir des additifs alimentaires. Tu sais, les additifs alimentaires dont parlait RFK en disant qu'ils étaient toxiques, mauvais pour la santé, etc. Le rouge quelque chose, là, Red 49. Ce gouverneur-là a décidé de bannir ces additifs alimentaires notamment des repas scolaires. Donc, et là, ce que Kennedy a fait, il est allé faire une conférence pour appuyer ce gouverneur-là dans son bannissement de ces additifs alimentaires-là. Et là, ici, vous l'avez comme Human Health Services. HHS supports state legislation banning harmful food dyes from school lunch in West Virginia. Est-ce qu'on l'a? Ah, c'est ça. Patrick Morrissey, c'est ça, voilà. C'est West Virginia, Patrick Morrissey a banni là, lui, il est allé en conférence l'appuyer. Et dans la conférence, il dit « J'ai été approché par dans ma réunion avec il décrit tout le processus. Il dit « Big Food m'a approché pour me dire « Attention, s'il vous plaît, embarque pas dans le truc de Morrissey pour commencer à bannir les trucs parce qu'on va avoir toutes sortes de lois partout, différents États, on ne pourra plus rien produire, ça va être compliqué. » Lui, il s'en va au micro, félicite Morrissey. Il dit, il encourage d'autres gouverneurs à faire exactement la même chose. Donc, il les a rencontrés et finalement, il leur a fait un gros bras d'honneur. Vous comprenez? Comme Trump avec Bill Gates, etc. Mais là, les pilules noires vont vous dire, non, il a rencontré Bill Gates. C'est compromis, blabla. Ce n'est pas l'âge d'or, Alexis. Okay? Donc, c'est comme un truc après l'autre.
Il y en a plusieurs. Là, Et donc, ça, c'est pour Kennedy. Trump a annoncé qu'il souhaitait avoir pour régler le problème de la fraude électorale, il a signé un ordre exécutif qui exige qu'une preuve de citoyenneté soit requise pour voter dans les élections fédérales. On sait que les démocrates ont passé des législations dans quelque chose comme une douzaine d'États où est-ce que c'est plus nécessaire de montrer une preuve d'identité, une carte d'identité pour voter dans une élection. Tu peux juste te faire assermenter. Oui, je suis citoyen californien, là. En espagnol en plus, là. C'est-à-dire que les non-citoyens votent. Les non-citoyens votent. C'est pour ça que les démocrates font rentrer des millions et des millions de réfugiés, entre guillemets, des réfugiés, là, des gens qui veulent se faire vivre par le système de sécurité sociale américain. Et on leur permet de voter, etc. Trump dit non, ça va quand même prendre. Il faut quand même que tu sois citoyen américain. Il faut que tu montres que tu es citoyen américain. Mais des gens qui trouvent que c'est comme ignoble de la part de Trump, des gens dans notre camp là, qui disent comme Trump est un dictateur parce qu'il demande une pièce d'identité, etc. Il n'y a pas juste ça. Donc, tu vois ici, c'est ça. Trump seeks to mandate proof of citizenship in voter registration. Il y a la question des chemtrails aussi qui est revenue de l'avant. Encore une fois, RFK Junior dit 24 États ont banni les opérations de géo-ingénierie, c'est-à-dire les chemtrails, là, tu sais, climate by dousing our citizens, our waterways and landscape with toxin. Il le dit ouvertement. 24 États ont agi pour bannir la géo-ingénierie de notre climat afin d'éviter de bassiner nos citoyens, nos cours d'eau et nos paysages avec des toxines. C'est un mouvement que tous les supporters de Make America Healthy Again devraient supporter. HHS will do its part. Donc, il appuie ça. Et là, vous avez les États qui ont banni les chemtrails. Alabama, Arizona, Floride, Idaho, Iowa, Kentucky, Maine, Minnesota, Missouri, Montana, New Hampshire, New Jersey, New York, North Carolina, North Dakota, Oklahoma, Pennsylvanie, Rhode Island, South Carolina, Tennessee, Texas, le Vermont, la Virginie, West Virginia et puis le Wyoming. Et donc, encore une fois, c'est l'effet boule de neige. Vous voyez, c'est ça. Donc, il n'y a pas juste ça. Il y a Trump qui a annoncé aussi des milliards, des trillions en investissement aux États-Unis. C'est ça que je vous dis, c'est qu'éventuellement, lui, non seulement il baisse les taxes, mais il sollicite des investissements étrangers aux États-Unis. Rappelez-vous quand Barack Obama disait quelle baguette magique tu as pour faire revenir les emplois? Eh bien, regarde ce qu'il est en train de faire. Il est en train de solliciter et de faire advenir des milliards et des trilliards en investissement. C'est ça, c'est des pays qui ont décidé d'investir aux États-Unis, les Arabes, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, l'entreprise Hyundai, Apple, Nvidia, SoftBank, ça c'est OpenAI, Oracle, ça avait déjà été annoncé. Les compagnies de semi-conducteurs de Taïwan, c'est des milliards, 100 milliards, 5,5 milliards. Johnson & Johnson, Eli Lilly, Merck, CEI Aerospace. Mais ça, c'est des investment pledges. Donc, le gars travaille pour ramener les emplois. Et si les gens comprennent un peu c'est quoi le logiciel de Trump, c'est de faire disparaître ce qui est pourri dans le système et de faire advenir la prospérité. C'est pour ça qu'on parle d'âge d'or, c'est-à-dire que Trump, c'est la paix mondiale et la prospérité. La paix et la prospérité, la paix et la prospérité. C'est ça le logiciel de Trump. Okay? C'est pour ça qu'on l'appuie très fortement, parce qu'on a compris, c'est quoi on a vu le cœur du bonhomme. Si tu connais son histoire personnelle, la façon dont il agit, qu'il parle aux gens, la façon dont il élève toujours les autres, dans toutes les émissions qu'on a vues, quand tu connais l'entièreté de son parcours, le cœur de cet homme-là qui ne regarde pas la race, qui ne voit pas la race, qui ne voit pas la situation économique, qui est toujours en train de vanter les autres, une personne très humble. Je sais que les gens n'y croiront pas, mais c'est ça. Quand tu as vu le bonhomme et ce qu'il veut faire, après ça, tu sais, quand tu entends comme un autre influenceur dire « Oui, mais tel projet là, à Linéa 4, il dit que c'est pas correct, ça. » OK. Dans l'ensemble, on comprend le bonhomme et on voit où est-ce qu'il veut aller, qu'est-ce qu'il fait, etc. On n'a jamais vu quelque chose d'aussi positif que ça pour l'humanité. C'est un vrai baume. Et il était justement récemment
à la Maison-Blanche. Il remerciait la communauté musulmane. Il participait au souper de l'iftar. L'iftar, qui est le souper, c'est le soir. Là, les musulmans, on est dans le ramadan, donc ils jeûnent durant la journée. Comme moi, je jeûne pas mal durant la journée, sauf la journée des web-journaux. Non, je fais du jeûne intermittent. Mais je vais partir des rumeurs, là, Internet. Hein. Mais c'est ça. Donc, il jeûne durant la journée et le soir, c'est quand il brise le jeûne, c'est le déjeuner. Là. C'est là qu'il brise le jeûne. Ça s'appelle le l'iftar, c'est le souper. Et Trump qui a participé à un souper de l'iftar avec la communauté musulmane. Les Lubavitch sont hors de eux. Ils pensaient avoir contrôlé Trump en lui faisant porter la kippa, mais non, Trump s'est échappé de la plantation et maintenant participe au souper de l'iftar. What the fuck? Je l'ai-tu à quelque part? Good evening and welcome to this magnificent iftar dinner, very special, as we honor the Islamic holy month of Ramadan. Let me begin by saying to our Muslim friends, of which I have many tonight, and I think we have many all over the world based on the results in Michigan, other places. But I just want to say hello to all of the people that supported us so strongly. Ramadan Mubarak. Que vont dire les Lubavitch? Là? Chaque fois qu'il y a une image avec Trump qui va avec la communauté juive, là, ça fait scandale sur Internet. C'est comme... Mais ça, évidemment, ça va passer. J'ai expliqué dans les Trump 101, Trump 102, Trump compromis l'été dernier, il fait ça avec toutes les communautés, avec la communauté indienne, etc. Diwali dans le bureau ovale, etc. Voilà, OK? Donc... ça, c'était ça. On mettra le clip aussi pour les gens qui n'y croient pas. Ça doit être de l'intelligence artificielle. Maintenant, avec c'est ça. Et donc, je disais, paix et prospérité, on s'en va vers le mieux. Quoi de mieux que de l'énergie abondante? Comme je disais en début de Web Journal, le truc principal, l'objectif de l'escrologie là, et de Mark Carney, c'est de nous empêcher d'avoir de l'énergie parce que c'est comme les plantes, ça leur prend de la lumière pour croître. Un corps humain, ça lui prend de la nourriture pour croître aussi, pour s'épanouir. C'est la même chose avec les sociétés. Les sociétés ont besoin d'énergie pour croître et fleurir et grandir. Et l'objectif de toute la saloperie verte et des changements climatiques, le faux discours des changements climatiques, etc., c'était de limiter l'énergie, OK? D'arriver à du contrôle social et limiter l'énergie, empêcher la croissance, etc. Et donc, Trump fait exactement... En libéralisant le secteur énergétique, faites exactement le contraire. Je l'ai déjà expliqué dans un web journal, mais ici, vous avez Unleashing American Energy and Prosperity. Donc, c'est ce que je disais en début de web journal. C'est Chris Wright qui a écrit finalement la politique du département de l'énergie, où est-ce qu'il dit justement qu'il va ouvrir la porte à la recherche et au développement et à toutes les nouvelles formes d'énergie. Il va aller dans le nucléaire, dans toutes sortes de choses. Et dans le recherche et développement dans le nucléaire, l'énergie la plus prometteuse, c'est le thorium. Vous avez ici un rapport qui a été du département de l'énergie qui a été rendu public au Congrès américain en mars 2023. L'énergie alternative, le thorium et l'uranium 223. Ce sont des énergies qui sont essentielles, qui sont très peu coûteuses, qui sont abondantes, qui sont... sécuritaire, très peu militarisable, etc., etc. Et donc, c'est comme ce que j'expliquais quand je disais que la Chine avait découvert pour 60 000 ans d'énergie propre avec le thorium. Eh bien, les États-Unis embarquent là-dedans. C'est la même chose ici. Et ici, c'est l'article de cette semaine, le 24 mars. « Unleashing American Energy, a bold vision for prosperity and pragmatism. Hein? Secretary Wright acts to unleash golden era of American energy dominance. Ça, c'est le document de Chris Wright. Hein? Donc, il y en a qui s'insurgent de energy dominance, là, mais c'est tous les documents du gouvernement américain sont toujours energy dominance. Ils vont certainement pas écrire energy weakness, energy dominance, c'est-à-dire que tu veux être en position de force sur les marchés internationaux. Tu veux pouvoir l'exporter. Il y a la Russie, il y a la Chine, etc. Mais tu vas avoir une position confortable, puis exporter tes affaires, puis ne pas être frêle énergétiquement. On s'entend?
OK? Si vous lisez les documents de défense américains, c'est toujours ça. Là, American dominance in the Pacific. Dominance, ça ne veut pas dire qu'ils veulent faire la guerre. Là. OK? Donc, ici, c'est ça. Donc, why the golden unlock with nuclear power will be mental. Ça va être fou. Donc, il va y avoir, c'est ça, US Energy Secretary Unleash Golden Era. Et l'élément principal de tout ça, la pièce maîtresse, c'est l'énergie au thorium. Certes, les déchets et les fusions de réacteurs, un risque de 1 % sur plusieurs décennies, menacent. Mais les conceptions modernes, comme les réacteurs à sel fondu brûlant du thorium ou des déchets anciens, réduisent ces deux menaces. Les conservateurs devraient défendre, en fait, en anglais, c'est champion, devraient défendre cette idée, devraient s'accaparer de cette idée et faire la leur. Cette idée, piloter cette idée. Il s'agit d'une indépendance énergétique solide et non d'une fantaisie de panneaux solaires. Des trucs de éoliennes et de panneaux solaires. Non, ça, c'est de la vraie énergie facilement utilisable, très peu chère, etc. Et pensez tous nos coûts énergétiques qui diminuent, etc., etc. Et donc, ça, c'est une... Ça, c'est ça. Ça nous amène... ça nous amène à quelque chose comme ça. Là, donc, pensez à la fin du mandat de Trump, on va déjà avoir la paix et la prospérité. Et là, ça va être le début d'une envolée spectaculaire avec de l'énergie très peu coûteuse, etc., etc. Partout dans le monde, un risque décru de guerre, la fin du contrôle des pétrolières comme Halliburton qui faisaient la guerre pour avoir des contrats en Irak, etc. Imaginez tout ça, et que chaque pays, étant donné que le thorium est facilement, c'est abondant, et que chaque pays soit autosuffisant énergétiquement et puisse se développer la paix dans le monde, etc., etc. Voilà. Donc, et ça prenait quelqu'un comme Chris Wright. C'est pour ça que Trump met des personnes, des iconoclastes dans les secteurs clés. Des personnes qui ont souvent un profil d'entreprise. Pas un hostie de bureaucrate là, que ça fait genre 20 ans qu'il est au département d'énergie. Ah, il a beaucoup d'expérience dans le département. Ça fait 20 ans qu'il est là et qu'il ne fait rien. Là. Non, il prend des personnes, des personnes de l'extérieur avec une pensée innovatrice qui sont capables de faire bouger les choses et de voir des gens qui voient grand. Tu sais, le think big, là, c'est ça. Think big, c'est ça, Trump. Think big. Et il prend des personnes qui ont cette pensée-là, cette vision synoptique, qui voient loin, qui sont innovateurs, etc. C'est comme ça que tu soulèves, que tu ramènes un pays sur la carte, un pays qui était démoralisé, ruiné, ridiculisé mondialement. C'est comme ça que tu le repars complètement. OK? Pas en mettant comme genre un quota de femmes comme Justin Trudeau ou un quota de minorité, là, c'est pas ça. C'est en mettant des personnes qui sont visionnaires. OK? Voilà. On va terminer avec finalement ça. Pizzagate, ça c'est, imaginez, là, ça fait des années qu'on parle de Pizzagate. En 2018, on parlait de Pizzagate. Nos premiers web-journaux, on expliquait ce qui s'était passé en 2016. Pizzagate, c'est Julian Assange qui a sorti ça, qui a sorti des courriels de John Podesta. Et, dans les courriels, les gens sur 8chan, là, sur 4chan au début, puis après ça, avec Q sur 8chan, on fait des recherches. Tout le monde s'est rendu compte que les démocrates utilisaient les mots-clés de la pédophilie, là, les pizzas, etc., et puis qu'il y avait des images sordides de représentants démocrates avec des petits-enfants attachés, avec de l'argent, etc., une collection d'art de John Podesta, une Pizzagate, etc., puis ça a été complètement enterré par les médias. Non, c'est débunké. On s'est rendu compte par la suite que beaucoup des journalistes qui avaient été utilisés pour faire taire cette histoire de Pizzagate-là ont eux-mêmes été attrapés dans des histoires de pédophilie. Il y en a un, notamment, là, certains avec leur portable, d'autres, il y en a 2, 3, là, je les ai mentionnés dans les web-journaux passés. Et là, surprise, BFM TV, un phénomène inquiétant. La police alerte sur des comptes de réseaux sociaux avec un emoji pizza. Ah! Police nationale française. La police nationale française vient finalement de rejoindre Radio-Québec parce qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes, à part Radio-Québec. Aux États-Unis, on en parlait, là. Mais à part Radio-Québec, il n'y a pas énormément de personnes qui parlaient du Pizzagate en 2018, par exemple. Vous comprenez? Et là, la police, donc, nous rejoint. Vous êtes nombreux à nous signaler un phénomène inquiétant sur les réseaux sociaux. Alerte les policiers de la plateforme. Évoque des comptes mettant en avant des images de jeunes filles mineures, parfois dans des poses suggestives. Hein? Donc, sur TikTok, des comptes partageant des photos suggestives de mineurs identifiés par l'emoji pizza. Si vous êtes témoin de ce genre de profil, signalez-le, etc. Même chose ici.
Et donc, on commence à en parler. Cheese Pizza, une petite annonce, permet l'arrestation d'un pédophile aux États-Unis. Donc, mais les médias ont tenté de faire taire ça. Juste terminer là-dessus, on va terminer bientôt. Là. Les médias ont essayé de faire taire ça. C'est exactement comme le portable de Hunter Biden. Alors que les médias nous disaient non, c'est de la désinformation russe, vous comprenez? Il n'y a rien à voir ici, circuler. C'est la même chose avec Pizzagate. Il n'y a rien à voir ici. Circuler, ça a été débunké. Or, ça n'a pas été débunké. J'avais montré des documents de cours dans les tribunaux aux États-Unis où est-ce qu'un agent du FBI disait effectivement tous les mots qu'on a retrouvés dans les textes de John Podesta, c'est des mots qui sont utilisés par la pédophilie. Walnut sauce, pizza, hot dog, etc. C'est quand Barack Obama a fait venir 65 000 de hot dog à la Maison-Blanche. Bon. Donc, ça c'est encore une fois, c'est ça. C'est comme pour le portable, ils ont tenté de faire taire ça, mais c'est en train de ressortir. Comme le portable d'Hunter Biden, c'est sorti. Et donc, c'est pour ça qu'il faut que je dis aux gens, les informateurs, ceux qui ont des plateformes, de ne pas avoir peur de sortir la vérité. Il faut juste que vous fassiez correctement la recherche. Il ne faut pas sortir n'importe quoi dans le genre... c'est comme les... Whatever. Pas sortir n'importe quoi, comme des cabochons, des fois sur Facebook, qui font des associations ridicules. Je tape sur Facebook parce que je me suis fait rentrer dedans sur Facebook, mais je ne parle pas de vous, les gens qui m'écoutez sur Facebook. Là, vous êtes comme... Et il ne faut pas avoir peur de sortir ces informations-là. Le temps nous donne raison. À partir du moment où tu as bien comme... Tu es certain de quelque chose, puis c'est vérifié, tu as comme 2-3 sources. Puis, ce que je veux dire, c'est retenez-vous pas par peur du backlash social. Vous allez avoir raison sur le long terme. Ça a toujours été l'approche de Radio-Québec, y compris avec les moins de 17 millions de morts qui ne sont pas une hécatombe. Et là, un autre truc, encore une fois ici, ça c'est... Marie-Ève Lortie, un article dans Le Droit, nous dit finalement, un dossier est une bombe, nous dit la journaliste Sophie Durocher. Est-ce qu'on a été confinés pour rien pendant la pandémie? Avons-nous embarqué trop vite dans les recommandations de l'OMS? La rédactrice en chef du Droit, Marie-Claude Lortie, se questionne sur le rôle des journalistes pendant la pandémie. Allez jeter un coup d'œil sur cette entrevue-là à Cube TV. Ça, c'est l'article de Marie-Ève Lortie. Avons-nous été confinés pour rien? La réponse, c'est oui. Ce qui est juste ignoble, c'est que vous sortiez ce genre d'article-là 5 ans après. On l'avait dit, ça, que 5 ans après, ils vont comme passer l'éponge, etc. Il fallait sortir ça pour que vous ayez une crédibilité, là, Marie-Ève Lortie, Marie-Claude Lortie. Il aurait fallu que vous fassiez la job de Radio-Québec en 2020. Alors qu'il n'y avait rien qui justifiait ça, que c'était une pandémie politique, qu'on maquillait les chiffres, on les classe COVID, même s'ils sont morts d'autres causes, etc. C'était évident que les chiffres étaient gonflés. On sortait étude après étude à Radio-Québec en soulignant les morceaux, les déclarations de tout le monde. Et là, ils disent, on ne le savait pas à l'époque. Oui, on le savait à l'époque, OK? En tout cas, alors là, on essaie de se refaire une virginité, mais ça, c'est pas du travail de journalisme après coup. Là. On va juste aussi faire un bras d'honneur à tous ces juges qui ont cautionné tout ça, alors que c'était finalement sans preuve et que ça commence à sortir à tous les policiers qui ont brutalisé des gens pour le masque, etc., l'étiquette et tout, les arrestations abusives, et tous les médias qui ont embarqué là-dedans à l'époque. Et donc, voilà. Donc, c'est l'histoire, le temps nous donne raison. Encore une fois, c'est un autre élément de ça. Le temps nous donne raison. Même chose avec les déclarations de Denis Rancourt, qui a eu l'humilité de dire finalement, je me suis trompé, 17 millions, le chiffre est trop élevé. Voilà, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. Alors voilà, donc moi, je vais être prudent, je vais contredire Denis Rancourt, puis je vais rester avec le 17. Pour Radio-Québec, il y a réellement 17 millions, même si, indépendamment du statut, il y a 17 millions. On va rester avec 17, de toute façon, c'est notre chiffre. Pour nous, c'est 17. Alors, si on garde le 17, ça veut dire qu'il y a 2 fois plus de morts. Notre position à Radio-Québec, c'est qu'il y a eu 2 fois plus de morts des vaccins que ce qu'affirme Denis Rancourt. Fait que ça, c'est notre nouvelle position. On s'entend-tu là-dedans? Est-ce qu'on est d'accord, genre, est-ce que je suis d'accord avec mon auditoire, genre, que la position de Radio-Québec, c'est 17 millions et on va jusqu'à dire que c'est 2 fois plus de morts que ce qu'admet Denis Rancourt? Et là, je me demande quelle va être la réaction des influenceurs qui m'ont tapé dessus, là.
Hein? Ils ne vont certainement pas en parler, ça. Ils vont filer doux. C'est le lendemain de veille un peu, là, comme d'habitude. OK. Voilà. Donc, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. On s'en va vers la paix et la prospérité. L'action d'IWAC, l'action de Trump est super basse, est à 12 queues. Je vous conseille d'en acheter, ceux qui ont des surplus, là, je vous conseille d'en acheter. Allons-y comme ça, je vais juste... c'est le moment d'en acheter. Je rappelle que Pam Bondi et Kash Patel... Kash Patel est sur le board, sur le comité directeur j'avais parlé de ça il y a comme 2 ans, puis les gens m'appellent, me disent « Ouais, Alexis, ça ne monte pas, ça reste bas, etc. » Oui, il n'y a pas eu d'annonce encore. Là. Ça monte, ça descend. Il n'y a pas annoncé de fusion. Il laisse ça traîner. Ce n'est pas le sujet. Mais sachez que Kash Patel est sur le conseil d'administration de TMTG. Kash Patel, le directeur du FBI, est sur le conseil d'administration. J'ai toujours dit que c'était une question de sécurité nationale, ça, et que, par exemple, la ministre de la Justice, Pam Bondi, on l'a appris lors de ses déclarations devant le Congrès américain, là, elle devait divulguer ses actifs, qu'elle a 130 000 actions de ça. Donc, ces gens-là ne sont pas là pour perdre de l'argent. Okay? C'est le petit secret de Polichinelle. Et donc, je ne sais pas exactement comment vous dire de vous en procurer. Je pense que ça prend un courtier pour... si vous avez déjà un compte de courtage... c'est ça. Sinon, demandez à un courtier. Je pense qu'on peut demander à un courtier d'en acheter. Si vous avez comme des REER ou des trucs comme ça, je sais pas, voilà. Je ne suis pas spécialiste là-dedans. On remercie ceux qui ont fait une contribution à Radio-Québec. Là, c'est le mois d'avril qui arrive. On va faire un lancement de campagne de financement c'est le dernier mois de l'activité financière de Radio-Québec. Ça nous aiderait grandement si vous participiez à cette activité de financement. Comprenez qu'on, évidemment, je ne le dis pas en ondes, mais quand je sors des trucs comme 17 millions, là, les gens, on perd des appuis. Là, je ne peux pas le dire parce que sinon, c'est comme mes détracteurs vont dire « Ah, ils perdent des appuis. » Souvent, les gens reviennent, mais c'est ça. Il faut Là, j'espère que les gens ont compris sur les vaccins que c'était pas une hécatombe, comme dit Pierre Chaillot, puis que c'était pas 17 millions, c'était moins que 17 millions, comme le dit, c'était la moitié de ça. Comme le dit Denis Rancourt, nous autres, on va garder 17 millions. Voilà. Et donc, c'est ça. Pensez à nous. On va revenir là-dessus au cours du mois d'avril. Notre année financière termine le 31 avril 2000. Le 31 avril, c'est la date de la création de la compagnie. Voilà. Donc, il y a des façons de nous aider par la poste. Alex Cossette-Rudel, casier postal 3207, Saint-André, Montréal, Québec, H2L 1, H2L 4Y5. Par virement Interac aussi. Et il y a d'autres façons aussi. Par PayPal, on laisse les coordonnées sur le site web. Par PayPal et par virement Interac aussi, par Bitcoin. Voilà, par carte, etc. Un gros merci à Marilène, Acupuncture Marilène à Châteauguay. Elle nous a fait un traitement qui nous a reboosté un peu. Hein, elle travaille très bien. Et donc, elle nous a fait un super traitement. J'avais de la misère à dormir et puis, elle m'a dit, je vais t'arranger ça. Et puis, elle m'a arrangé mes niveaux énergétiques. Elle m'a dit, tu vas avoir de la misère au gym, Alexis. Puis, c'est effectivement, j'étais allé au gym. Et puis, 2 jours d'affilée, je n'étais pas capable de rien faire. Et puis, là, ça va un peu mieux. Mais en tout cas, merci, Marilène. Une petite anecdote aussi comme ça. Notre chiro praticien, le docteur Denis, lui, c'était un anti-vax. Okay? Durant la COVID, là, il m'envoyait des vidéos de RFK Junior, de Del Bigtree, puis d'autres personnes. Il disait, là, ça va être une hécatombe, Alexis. Lui, il disait ça. Il disait, il m'envoyait des vidéos qui disaient que les doubles vaccinés allaient mourir en dedans de 2-3 ans. Et puis, il était désespéré. Puis là, il disait, dans ma clinique, là, je vois des effets secondaires. Les gens ont toutes sortes d'effets secondaires. Puis, est-ce que vous avez été vacciné? Puis oui, c'était vacciné. Puis là, je suis allé, encore une fois, la semaine dernière, je suis allé voir mon chiro et puis là, je m'attendais, c'était après le 17 millions, après le Web Journal 17 millions. Là, je m'en vais là, je suis dans la salle d'attente, puis j'attends le chiro. Puis là, j'avais l'impression que j'allais me faire chicaner, là, parce qu'il y avait le backlash, tu vois. Elle me dit, Alexis, comment peux-tu dire, là,
J'étais petit dans mes souliers. Puis là, il rentre finalement avec le gros sourire. Ah, bonjour Alexis, comment ça va? Puis là, le sujet vient sur le web journal, 17 millions, et puis et l'autre d'avant. Puis là, je dis, Phew. Il dit, non. J'ai dit, qu'est-ce que vous avez pensé de mon web journal? Je dis que c'était pas une hécatombe. Il dit, non, c'est pas une hécatombe. Mes clients étaient malades, mais ça s'est finalement tout réglé, puis personne n'est mort. Puis c'est comme, lui, il a des centaines et des centaines de clients. Là. Il a vu des effets secondaires se manifester. Mais lui pensait qu'il allait comme perdre. Il l'a même dit à ses employés là, à la réception, il pensait qu'il allait perdre ses clients à cause de la vaccination. Il pensait qu'il allait avoir une dépopulation. Puis il disait rien. Et donc, ça m'a rassuré. Je ne me suis pas fait chicaner par mon chiro. Okay. Donc, c'est ça. Il faut peut-être arriver à comme une espèce de une certaine harmonie avec ce qui s'est passé. On aurait. Oui, je ne veux pas revenir là-dessus. Vous avez compris ce que je voulais dire. Tout ça, c'est une petite anecdote, là, mais voilà. Donc, alors, c'est ça. C'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Est-ce qu'on a autre chose? On verra avec le temps, les gens disent. Même sans le temps, regardez, il y a comme de mortalité, il y a 0,1, 0,2 max. C'est surtout des personnes aînées. Ça décuple avec l'âge, comme 80 ans et plus. Là. Même s'il y avait 4 fois plus de mortalité, on serait comme à 0,4, 0,5. Ça sera jamais, il n'y aura jamais genre 3% de la population qui va décéder de ça. Là. C'est comme. À un moment donné, il faut juste comme prendre les chiffres de ceux qui ont. Il faut revenir sur Terre. Là, voilà. OK, merci beaucoup. Il faut être réaliste, exactement. C'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. On se donne rendez-vous peut-être cette semaine, sinon la semaine prochaine pour une autre édition du Web Journal du Québec. Ciao.